Bonjour tout le monde, Éric Grenier ici avec mon ami Philippe J. Fournier pour cet nouvel épisode du balado Les Chiffres. Philippe, nous sommes en campagne électorale, comment ça va? Ça y est. Hey, ça va très bien, Eric. Très content d'enregistrer ce balado ce matin avec toi. Nous n'avions pas enregistré de balado en français depuis quelques temps, mais nous allons le faire chaque samedi durant cette campagne fédérale. Et il y a beaucoup de chiffres à décortiquer qui ont été publiés au cours de la semaine, Eric. Donc, dis-moi, nous avons des chiffres fédéraux, nous avons des chiffres fédéraux au Québec, nous avons chacun nos projections fédérales. Avec quoi où aimerais-tu commencer aujourd'hui, Eric? Je pense qu'on peut commencer avec les chiffres au niveau national, puis après ça, on peut aller en détail au Québec. Donc, c'est clair que nous sommes dans une réalité qui est très différente qu'il y a juste quelques mois. Nous deux donnent les libéraux assez d'appui d'avoir un gouvernement majoritaire. Oui. Moi, ce samedi matin, je donne 190 sièges aux libéraux. C'est Incroyable. toujours incroyable de C'est voir. incroyable. Je veux dire, on C'est va en incroyable. revenir éventuellement, mais ça reste incroyable. Ouais. Et donc, avec un avance de 4 points dans les sondages, au moins, et on voit beaucoup de sondages ces jours-ci avec une avance de même plus que Oui. 4-5 points. Vraiment, c'est impossible de croire que avec des tels chiffres que c'est possible pour les conservateurs de gagner cette élection. Au moins si les élections auraient lieu aujourd'hui. C'est pas comme même en 2019 et 2021 où Oui. il y avait une avance d'un point entre les deux partis, des fois Oui. une différence, que c'était possible d'imaginer que peut-être les sondages vont avoir des problèmes et il va y avoir une surprise le soir électoral, mais pas avec des chiffres comme ça. La grande différence aussi, Eric, ce sont les chiffres régionaux. Et bien sûr, ça comprend le Québec. Je me souviens très bien de cette campagne en 2021. Tu l'as couvert. On a fait même des balados ensemble à l'époque. Mm-hmm. Quand on regardait les chiffres régionaux au Québec et en Ontario, dans la dernière semaine de campagne, le Bloc et les libéraux au Québec étaient à égalité statistique. Il y avait un petit avantage pour les libéraux, mais ça se traduisait par le fait que le Bloc était en avance auprès de la majorité francophone au Québec. Et en Ontario, je me souviens de sondages qui donnaient 2 points d'avance pour les libéraux et d'autres 6 points d'avance pour les libéraux. Et au final, le PLC de Justin Trudeau avait remporté le vote en Ontario par 4 points. Aujourd'hui, c'est pas ça qu'on voit. Au Québec, j'ai plus de 10 points d'avance pour les libéraux, ce qui veut dire que le PLC gagne le vote francophone présentement. Et en Ontario, la marge entre les deux partis ne fait que grandir, du moins dans la première semaine, n'a fait que grandir. Alors, l'élection, même si au vote populaire semble proche, on a dit 4 ou 5 points d'écart, ce n'est pas proche du tout en termes de sièges. Les libéraux sont loin devant. Moi aussi, j'ai 190 sièges ce matin. Tu as combien pour les conservateurs? 125. L'affaire, c'est que moi aussi j'ai 125, mais j'ai comme l'impression que si on allait siège par siège, nous n'aurions pas la même liste. Non, j'ai peut-être. 21 pour le Bloc au Québec. Et ça, il y a une érosion qui est apparente. Et j'ai bien hâte de voir comment les partis vont réagir. Évidemment, il y a juste une semaine d'écoulée, Eric. Cependant, pour les partis qui traînent de la patte, comme le Bloc, le NPD et les conservateurs, on dit en anglais une expression « it gets early fast », dans le sens que ça va commencer à débouler. Il reste beaucoup de temps, mais pas tant que ça. 4 semaines, c'est pas beaucoup de temps pour faire campagne, surtout quand on a des débats à la troisième semaine. Oui, c'est ça. Et oui, il reste 4 semaines dans cette course, cette campagne, mais je vois pas des signes que quelque chose va changer. Dans le passé, où on a vu des campagnes électorales où il y avait beaucoup de mouvements dans les sondages, il y avait toujours une raison de croire que c'était possible, que les chiffres pour les chefs n'étaient pas si bons que les chiffres pour les partis, où il y avait des signes qu'il y avait un taux d'insatisfaction avec le gouvernement qui était très élevé. On ne voit pas ça maintenant. On voit que les chiffres pour le gouvernement libéral, on voit les chiffres pour Mark Carney, sont tous positifs et ça indique que c'est possible que le plafond pour les libéraux est beaucoup plus élevé
que le niveau d'appui qu'ils ont maintenant. Donc, Incroyable. on ne voit pas vraiment des signes que des choses vont changer. Il y a toujours la possibilité qu'il va y avoir un scandale, un événement, je ne sais pas. Mais il y a pas des raisons de croire que quelque chose quelque chose se passe en dessous de euh, le lot. Sous le capot, comme on pourrait dire, n'est-ce pas? C'est ça, Ouais. sous le capot. On regarde Ouais. les indicateurs, en fait. En fait, si je te comprends bien, Eric, ce qu'on regarde présentement, c'est qu'à moins qu'il y ait un événement clair qu'on ne voit pas venir, les chiffres ne peuvent pas changer d'abord aussi rapidement qu'ils ne l'ont fait lors du printemps. On regarde des indicateurs comme justement la satisfaction du gouvernement. On a vu des chiffres de Abacus cette semaine. Mon Dieu, c'est complètement fou. La satisfaction du gouvernement est passée d'un moins 40, un score net, à un plus 16. Alors qu'on voyait les lignes d'Abacus Data étaient vraiment droites, la satisfaction et l'insatisfaction depuis un an et demi. On regarde bien sûr, comme tu as dit, les chiffres personnels des chiffres. M. Carney devance M. Poilievre au Québec, en Ontario, en Atlantique et en Colombie-Britannique. Alors, il devance M. Poilievre ou il doit le devancer pour espérer jouer à la défensive, mais en plus faire des gains. Et quand on regarde le Québec, ça fait quelques fois que je regarde les chiffres au Québec puis je me dis, mais le Bloc ne descendra pas si bas que ça. Et là, on a d'autres sondages ce matin. On a Main Street Research et on a Liaison, encore une fois, dans la mi-vingtaine, 25-26% pour le Bloc. La semaine dernière, on avait Léger qui donnait 23% pour le Bloc. Présentement, ma projection de siège au Québec, 43 pour les libéraux, ce qui est plus que Justin Trudeau en 2015, ce qui est phénoménal, parce que c'est une très très bonne récolte pour les libéraux si ça devait s'avérer. J'ai le Bloc à 21 sièges. Les conservateurs à 13, le NPD à un seul. Et l'intervalle de confiance du NPD va de 1 jusqu'à 1. Donc, il n'y a pas beaucoup d'incertitudes pour le NPD au Québec présentement. Non. Oui, on va discuter les chiffres au Québec en détail, mais juste un dernier mot sur les chiffres qu'on voit au niveau fédéral pour l'NPD. 9% maintenant dans mes moyennes. Moins de 10% en Ontario, au Québec, Canada Atlantique. Le meilleur score selon mon modèle, c'est 13% aux prairies. 12% en Colombie-Britannique. C'est juste incroyable de voir ça. Et c'est pour cette raison que les libéraux sont en position majoritaire. Parce que 37-38% pour les conservateurs, dans l'histoire, c'était assez pour gagner une élection, former un gouvernement. Mais c'est un peu injuste pour les conservateurs. C'est un bon score pour le Parti conservateur, mais c'est pas assez pour gagner. Et c'est difficile pour les conservateurs en ce moment quand les néo-démocrates sont à moins de 10% d'appui. C'est ça rend le chemin vers la victoire pour les conservateurs presque impossible. Il faudrait que les conservateurs grimpent de 5 à 8 points en Ontario. Il faudrait qu'ils remontent en Atlantique. Les chiffres en Colombie-Britannique pour les conservateurs sont tout à fait respectables, 40, 42, 43. Mais si le NPD s'effondre sur la côte ouest et que les sièges pivots entre les libéraux et le NPD tombent tous du même côté, c'est-à-dire du PLC, ça fait que non seulement les libéraux gagnent, mais ils feraient des gains nets en Colombie-Britannique. Non, je veux dire, c'est encore une fois, le NPD, avec du recul, va faire partie de la trame narrative après l'élection si ça continue comme ça. Et les gens me demandent souvent, et des journalistes me demandent, oui, mais qu'est-ce qui pourrait arriver? Est-ce que le NPD pourrait remonter? La seule façon que ça pourrait arriver, il faudrait vraiment, vraiment que Mark Carney trébuche. Et là, dites-moi pas, genre, il va s'enfarger dans des mots par-ci, par-là. Il faudrait vraiment qu'il ait une mauvaise campagne. Et la première semaine, pour l'instant, il y a eu des anicroches, mais on ne peut pas dire que ça a été une mauvaise semaine. À ce point-ci, si M. Carney est juste correct, il est en position de victoire. Et là, bien sûr,
tu as vu, il y a eu un échange entre le président Trump et M. Carney et un résumé de la conversation des deux côtés de la frontière qui montre un changement de ton majeur entre les deux hommes. On voit que M. Trump ne respectait pas du tout Justin Trudeau, l'appelait gouverneur. Ça n'a pas été le cas hier. Combien de temps ça va durer? Avec Donald Trump, on ne le sait jamais. Mais ça a bien terminé la première semaine pour Mark Carney. Bon, au Québec, on a vu qu'il y avait des difficultés un peu pour Mark Carney. Il y avait sa décision de ne pas participer dans le débat de TVA. Qu'il y a un débat sur ce débat Absolument. aussi, je sais. Mais il y avait cette décision-là, il y avait cette erreur avec le candidat qui a survécu le Polytechnique. Oui. Mais on ne voit pas vraiment que ça a eu un impact sur les sondages. Non. Selon mon modèle, c'est 39% pour les libéraux au Québec. J'ai 27% pour le Bloc, 22% pour les conservateurs et 6% pour l'NPD. Oui. Le NPD avait récolté, je pense, 9% au Québec en 2021. Je ne pensais pas qu'ils pouvaient descendre plus. Ils ont réussi. 6% en moyenne, moi aussi. Moi, j'ai 40 libérales, 25 blocs, 23 conservateurs. Donc, nous sommes à 1 point, un de l'autre. Ouais. Je vois les derniers sondages fédéraux au Québec. Donc, liaison ce matin, 26% pour le bloc, 39 libéral. ResearchCo, 22 blocs, 43 libéral. Abacus avait le bloc un peu plus haut. Abacus Data, 29 blocs, 41% libéral. Il y a eu l'Institut Angus Reid la semaine passée. Et ça, c'était étrange. On sait que l'Institut Angus Reid a souvent des chiffres bizarres au Québec. Mais les chiffres bizarres, Eric, que nous avons vus... Excuse-moi, je me prends la télévision. Les chiffres bizarres que nous avons vus de Angus Reid dans la dernière année, c'était toujours d'avoir le bloc très haut, n'est-ce pas? Le bloc était dans les 42-43%. Et je sais, parce qu'il y avait des gens du bloc à chaque sondage Angus Reid qui nous disaient « Oh, on aime ça, on sait que c'est pas le meilleur sondeur au Québec, mais on aime ça. » Et là, soudainement, Angus Reid donne 49 libéral au Québec, 27 pour le bloc. Et finalement, léger, 41 libéral, 23 blocs. Qu'est-ce que tu vois dans ces chiffres-là, Éric? Mais pour moi, je donne le bloc 23 sièges, 41 pour les libéraux, 13 pour les conservateurs, 1 pour l'NPD. Donc, on est encore dans les mêmes eaux. C'est clair que les libéraux, ils ont une avance. On n'a pas eu un sondage qui était spécifique au Québec dans les dernières semaines, mais le sondage de Polera, qui est fait pour le balado Curse of Politics, apparemment, il y avait une avance de 17 points pour le Parti libéral parmi les francophones au Québec, qui est assez incroyable. Et ça va donner beaucoup de sièges aux libéraux dans les régions. Donc, c'est pas juste à Montréal et dans les banlieues, en l'Outaouais. Je pense qu'avec le base d'appui pour le Bloc québécois, que c'est possible pour les conservateurs de faire des gains, parce qu'ils ont plus d'appui que dans les 2-3 dernières élections. Donc, les sièges à Québec, peut-être dans le Saguenay, je sais pas, c'est possible, mais il faut avoir plus de sièges libéraux dans les régions que même en 2015. Oui. Oui. Ah, ben, du moins, ça ressemble à ça pour l'instant. Évidemment, quand tu dis en région, tu veux dire hors de Montréal et du 4-5-0, c'est ça? Oui. Parce que là, bien sûr, avec le redécoupage de la carte, j'avais évidemment le siège de la Gaspésie qui allait au bloc, pas avec ces chiffres-là. Non. Avec ces chiffres-là, ça retourne aux libéraux. L'Estrie, tu te rappelles à quel point il y avait quelques sièges qui avaient tellement été serrés. On s'appelle Brome-Missisquoi, Madame Saint-Onge, qui ne se représente pas, avait remporté par moins de 200... Le soir de l'élection, elle perdait, c'était les votes par la Poste, qui l'avait poussé première place, mais c'était par quelque chose comme 200 votes. Un siège qui m'intéresse, Trois-Rivières, Éric. Trois-Rivières était une bataille extrêmement serrée
en 2021. On a vu les conservateurs finir deuxième, l'ancien maire de Trois-Rivières est encore candidat. Le Bloc l'a gagné, mais même les libéraux n'étaient pas loin derrière. Ouais. Et à ce point-ci de la course, j'ai envie de dire que les conservateurs devraient être favoris à Trois-Rivières, mais le Parti libéral n'est pas à négliger non plus dans cette circonscription-là. Non, dans mes projections, pour moi, à Trois-Rivières, c'est un course entre les conservateurs et les libéraux. Wow. Avec le base d'appui pour le Bloc québécois, je pense pas que c'est possible pour eux de gagner ce siège-là, parce qu'ils ont gagné avec 29%, je pense. Oui, non, c'est ça, exact. C'était 28, 29, 27. Okay, et si un parti baisse quelques points, c'est impossible de gagner un siège avec 26, 27%. Donc, je pense que oui, peut-être ça va être un course entre les libéraux et les conservateurs. Je crois que les libéraux, ils ont gagné ce siège en 2015. Oui. Oui, OK, si je me répète, oui. Oui, je pense que ça va être... Est-ce que ça va être... Il y avait combien de sièges au Québec va être des courses entre les conservateurs et les libéraux? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Non, ben en fait, j'essaie de penser, Trois-Rivières est une course à 3. On peut pas... On peut pas ignorer le Bloc, même si le Bloc est descendu. Ouais. Quand même, c'est le député sortant qui se représente. Et j'ai les résultats ici. Trois-Rivières a changé un peu les limites des circonscriptions. Donc, si je prends les données transposées, 29,5 Bloc, 29,3 conservateurs, 28,6 libéral. Alors, et il y a eu 8 NPD. Si on imagine que bien des gens du NPD vont peut-être appuyer les libéraux, peut-être, ça pourrait être suffisant. Pour l'instant, j'ai aux conservateurs, mais c'est une vraie course à 3. Mais des courses libérales conservateurs au Québec, ben, pendant un temps, on pensait Mont-Royal, plus maintenant. On ne pense plus ça du tout. Dollard des Ormeaux, même chose. On ne pense plus ça. Pierrefonds Dollard. Louis Hébert, peut-être. Mais... À laquelle? Louis Hébert. Au moins, c'est les conservateurs qui pourraient être deuxième dans ce siège-là, mais c'est difficile à croire que les libéraux vont perdre un siège. Ça serait difficile, pas avec au Québec, quand ils sont à 40% ou plus. Mais oui, la carte électorale au Québec va être... je pense que ça va être semblable de 2015, avec plus de blocs. Mais parce qu'il y avait 16 sièges quand même pour les néo-démocrates au Québec en 2015. Bon, je pense que ça va être moins que 16 cette fois-ci. Mais il va y avoir des courses assez intéressantes au Québec dans cette élection. On va suivre ça pendant cette campagne. J'ai des étudiants qui m'ont parlé justement de l'élection, qui m'ont vu dans les médias. J'ai des étudiants qui sont impliqués en politique et qui s'intéressent à la course. Plusieurs d'entre eux sont au Bloc, plusieurs d'entre eux sont au NPD. Et pour eux, 2015, ils étaient à l'école primaire. Ils étaient tout petits. Puis ils sont comme, le NPD a remporté 16 sièges au Québec. Après en avoir remporté 59, pour eux, maintenant, c'est de l'histoire ancienne, n'est-ce pas? Alors que pour nous, c'est... Non, c'est ça fait vieillir un petit peu quand je regarde ça. Ils ont 18-19 ans et ils sont nés en 2005. Et là, je suis comme... 2006. Je fais comme... OK, bon, parfait. Alors, tu leur parles de Stephen Harper, c'est avant leur naissance. Ah, boy! Ouch! Bref, revenons. Éric, est-ce que tu crois que la question de l'urne dans cette élection est différente au Québec que dans le reste du Canada? C'est une question qu'on m'a demandé à plusieurs reprises et j'aimerais avoir tes impressions. Je pense que non. Je pense pas que j'ai vu dans les sondages qu'il y a des chiffres qui indiquent qu'au Québec, c'est la question de l'urne est différente. Et quand on voit l'avance pour les libéraux, la baisse d'appui pour le Bloc, le fait qu'on a vu dans les sondages précédents qu'il y avait un baisse d'appui pour la souveraineté, je pense que tout indique que oui, l'enjeu au Québec est le même enjeu dans le reste du pays, qui est assez unique. On ne voit pas ça souvent. Mais qu'est-ce que tu penses? C'est que quand on regarde les chiffres justement sur les enjeux, et d'habitude, il y a des enjeux propres au Québec. Et je dis pas qu'il n'y en a pas cette fois-ci, mais comment gérer les Américains, comment gérer l'administration Trump est très haut au Québec. Et en fait, dans le sondage Angus Reid, c'était au Québec où la proportion d'électeurs plaçait
plaçait gérer les Américains le plus élevé. Et donc, je pense que c'est particulièrement difficile pour le Bloc québécois et François Blanchet de se distinguer. Je pense que j'ai écouté quelques discours et quelques rallyes cette semaine. Monsieur Blanchet dit exactement ce qu'il a à dire. Nous allons protéger les intérêts du Québec à l'intérieur de cette nouvelle négociation. Il a parlé de la gestion de l'offre pour les produits laitiers. Il a parlé de l'aluminium, bien sûr, de l'industrie aérospatiale. On sait que c'est un peu l'équivalent de l'industrie automobile de l'Ontario au Québec. Il met le doigt sur les bons boutons, comme on dit. Mais je ne sais pas à quel point ça résonne présentement comme presque tout l'oxygène médiatique qui est pris avec les tergiversations de Donald Trump. Alors, j'ai bien hâte de voir ça, mais pour l'instant, j'ai pas l'impression que la question de l'une est différente au Québec que dans le Canada anglais. Mais et ça rend la tâche la plus difficile pour le Bloc. Ce n'est pas une surprise pour moi de voir le Bloc descendre à 22-23%. C'est juste que j'ai de la misère à imaginer que ça va rester aussi bas. Parce que, attention, si le Bloc est à 20% le soir de l'élection, il y a beaucoup de sièges qui pourraient changer de couleur. Je pense qu'on va passer au courrier des membres. On a demandé nos membres de notre Patreon de nous poser quelques questions. On a 3 questions. On a une question ici de GKO3. Pourquoi la CAQ ne profite-t-elle pas du fait d'être au pouvoir pendant la menace des tarifs comme en Ontario? Qu'est-ce que tu penses? Doug Ford est très populaire maintenant? Oui, Doug Ford est très populaire parce qu'il a fait une campagne justement du Capitaine Canada et sa casquette. Et M. Legault ne peut pas vraiment faire la même chose. Il ne peut pas être le défenseur du fédéralisme ouvertement, mais il ne peut pas non plus se revirer puis parler. Je veux dire, ils sont nationalistes, ça, il n'y a aucun doute. Mais ce n'est pas la saveur du moment. Et surtout, M. Legault a des piètres chiffres personnels. Vous vous souvenez peut-être, on en avait discuté sur ce balado, quand Palace Data a fait son dernier sondage au Québec, publié dans l'actualité, on a pris les chiffres personnels des chefs. Et M. Legault était dans les mêmes eaux que Éric Duhaime. Il était à un moins 40. Je pense que c'était 60% défavorables et 20% favorables. Alors, bien des gens, bien des électeurs québécois n'écoutent plus M. Legault à ce point-ci. Alors, et c'est pour ça que c'était tellement intéressant de voir M. Legault. Il n'a pas voulu appuyer un parti ou l'autre, mais il a félicité Pierre Poilievre, qui, dans un rallye à Québec, a mentionné que, bon, je pense que c'était l'immigration temporaire pour les travailleurs temporaires, qu'il allait passer ça aux provinces. Et M. Legault se réjouissait de ça, il avait l'air très content. Et on lui demandait, est-ce que vous appuyez, M. Poilievre? Il a dit, je vais travailler avec n'importe qui. Mais présentement, quel leader fédéral aimerait avoir l'appui de M. Legault? En 2021, M. Legault avait beaucoup de capital politique. Son appui à Erin O'Toole n'a pas du tout fonctionné. Donc, bien hâte de voir la réaction, mais je ne vois pas M. Legault faire des gains à cause de ses chiffres personnels. Je pense que Jack Meeting a besoin peut-être un peu d'aide. Même François Legault peut ouais, je pense que M. Legault et Jack Meeting, non? Le diagramme de Venn, c'est 2 cercles l'un à côté de l'autre. Je pense pas que ça se croise beaucoup. OK. On a eu une autre question de Insert Username Here, qui est un membre de notre Patreon francophone, je crois. Avec le départ de Gabriel Nadeau-Dubois et l'effondrement du soutien du Québec solidaire en général, est-ce qu'on peut s'attendre à une lutte entre le PQ et le PLQ en 2026? OK, bonne question. C'est juste que nous n'avons aucun chiffre présentement qui suggère que le PLQ pourrait être compétitif dans l'élection. On a vu les résultats à Terrebonne. Ben, en plus, je veux dire, le PLQ n'est pas populaire auprès des francophones et ce n'est pas... Ça pourrait changer, mais pour l'instant... Ils ont amélioré leur sort, ils étaient à 5-6% chez les francophones, maintenant ils sont à 9-10. OK, bravo. Mais quand ils seront à 25% chez les francophones, on s'en parlera. Pour l'instant, le PLQ n'est pas compétitif. Ouais. Ça semble être plutôt... même, je dirais la CAQ, je pense pas qu'elle n'est pas forte dans les sondages, mais c'est encore l'adversaire principal du Parti québécois dans les sondages. Ouais, alors, je sais pas, est-ce que je dis quelque chose d'idiot présentement? Qu'est-ce que tu en penses? Non, je pense que les prochaines élections au Québec vont être
il va y avoir des différences entre les régions, mais je pense pas que ça va être une course à deux entre le PQ et les libéraux. On verra bien avec un nouveau chef, peut-être qu'il va avoir une vague, je veux dire. L'affaire, c'est que, OK, et ça, je pense que je l'ai mentionné dans le balado en anglais, mais ce qui se passe présentement avec le Parti libéral fédéral, tu sais que pour des prochaines années et les prochaines décennies, n'importe quel parti qui traîne de la patte par 20-25 points va pouvoir dire « Ah, on se rappelle des libéraux en 2025 », de la même façon qu'à chaque fois que tu parles à des gens du NPD, ils te disent « Ah, tu te rappelles en 2011, on était loin derrière et on a monté ». Ça fait beaucoup penser aux Blues de Saint-Louis, au hockey, qui étaient derniers à Noël pendant la saison 2018 et qu'ils ont gagné la Coupe. On va se faire casser les oreilles pendant des années pour dire qu'on ne peut pas prédire rien avec les sondages. Alors peut-être qu'un nouveau chef au PLQ va changer la donne. Je vais ajuster mes impressions lorsque je verrai des meilleurs chiffres pour les francophones au PLQ. OK. Et finalement, en question de Marc, les gaffes de Carney au Québec et ses difficultés à s'exprimer en français ne semblent pas avoir un effet sur les sondages. Est-ce que c'est trop tôt à juger ou peut-on conclure que les électeurs ont des autres priorités? Les deux. Ouais. C'est trop tôt et aussi pour un anglophone qui baragouine le français, qui se trompe entre Provo et Pronovo. Je veux dire, je dis pas que c'est pas une gaffe, mais présentement, ça a été bouffé par le cycle médiatique avec ce qui s'est passé avec les tarifs. J'ai de la misère à penser que ça pourrait être important. Sauf que, bien sûr, si ça devient un pattern, une habitude, et qu'on va voir, OK, M. Carney, parfois, il déparle, ça pourrait être un problème, mais j'ai vraiment de la misère à voir comment est-ce que l'incident, qui semble être isolé pour l'instant, va lui faire mal. Toi, Eric, comment tu vois ça? Oui, je pense que peut-être ça va prendre un peu plus de temps pour les Québécois de savoir c'est qui Mark Carney, mais on a discuté que la question de l'urne a changé. Ouais. Et si la question de l'urne est Donald Trump, le fait que le français de Mark Carney n'est pas parfait, pas vraiment, c'est pas vraiment un facteur dans ces relations avec les États-Unis. Donc peut-être c'est le seul... C'est comme le seul campagne, la seule élection qu'on va voir que le fait que le chef, le premier ministre, ne parle pas le français parfaitement ou même adéquatement. Oui. Pas important parce que Donald Trump aussi ne parle pas le français. Aussi, c'est que Mark Carney il s'est fait poser la question sur la nouvelle loi 101 au Québec, la loi 96, qui contient quelques éléments qui sont disputés en cours. Il s'est fait demander est-ce que ça ira en Cour suprême et si oui, est-ce que un gouvernement libéral de Mark Carney participerait à la contestation. Il semble avoir donné une réponse qui penchait vers le positif. Et le Bloc saute là-dessus. Et avec raison. Le Bloc, il veut dire, c'est son pain et son beurre de défendre les intérêts des Québécois et du mouvement souverainiste. Alors, je pense que ça vient d'effacer le Provo, Pronovo, Polytechnique, Concordia. Et pour ce qui est du débat TVA, je vois qu'on n'en parle plus beaucoup. Ouais. Et que TVA aussi a pris un coup avec ça. Tu sais, l'année prochaine, il y a une élection québécoise, Eric. Si les partis fédéraux avaient accepté de payer pour faire un débat à TVA, Québécois aurait assurément demandé la même chose aux partis provinciaux l'an prochain. Je veux dire, ce serait impensable qu'ils fassent autrement. Je pense que le fait que ce débat-là n'arrivera pas a plus fait mal à TVA qu'aux libéraux. Mais on verra bien. Pour l'instant, dans les sondages, on ne voit pas de ralentissement pour le Parti libéral au Québec. Ouais. OK. Ça va être tout pour cet épisode. On continue? On va être de retour le samedi prochain. Peut-être tu peux faire le pitch aux nos auditeurs. Si vous voulez nous encourager, nous appuyer et participer à la discussion de Les Chiffres et du balado The Numbers en anglais, www.leschiffres.ca. Joignez-vous à nous, c'est une belle communauté et vous participez à nous aider à continuer ce projet que Eric et moi apprécions énormément. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci Eric. On va se parler en anglais cette semaine et en français samedi prochain. Bonne semaine tout le monde.